Aix-les-Bains, à Chambéry et bien plus encore, Radio Grand Lac vous accompagne sur le 92.1 FM. Les clés pour valoriser son patrimoine et créer de la valeur, on passe à l'action avec Fabien sur Radio Grand Lac. Bienvenue sur Radio Grand Lac 92.1 pour une nouvelle émission de On passe à l'action. Quel plaisir de vous retrouver, auditrices et auditeurs, et un plaisir d'autant plus décuplé que j'accueille aujourd'hui Guillaume Pinault, associé de la société PKF. Bonjour Guillaume. Bonjour Fabien. Très heureux que tu aies fait le déplacement de Paris à Aix-les-Bains pour venir nous parler d'un sujet qui t'est cher, puisqu'on va parler aujourd'hui d'une des manières, en tout cas d'une étape importante dans la préparation de la valorisation d'une société. Et Guillaume, si tu le veux bien, eh bien pendant cette émission, je vais prendre un rôle qui m'est cher, celui du dirigeant d'entreprise qui a pris la décision, une décision forte, qui est celle de céder sa société, de céder son bébé, et qui se pose des questions sur la meilleure manière d'y arriver. Alors Guillaume, si tu le veux bien, on va prendre cette posture-là, et auditrices et auditeurs, si vous en êtes d'accord également, pour parler de ton activité, de ce que tu fais. Tu as vu, Guillaume, je fais monter le suspense sur 92.1. Tout le monde se demande, mais qui est ce Guillaume Pinault ? Nous allons l'apprendre dans quelques instants. Alors, cher Monsieur Pinault, un vrai plaisir de vous accueillir dans mon entreprise aujourd'hui. Comme vous le savez, j'ai décidé de vendre ma société et j'ai décidé de donner un mandat à une banque d'affaires. Et ma banque d'affaires m'a dit que peut-être ça pourrait être intéressant de faire une VDD, tous ces noms de code anglo-saxons ou pas d'ailleurs, je comprends pas. Alors est-ce qu'en quelques secondes, quelques minutes, vous pourriez nous expliquer, tu pourrais nous expliquer Guillaume, et tu pourrais m'expliquer ce que c'est qu'une VDD du coup? En effet, on utilise pas mal d'acronymes dans nos métiers, ce sont les métiers de la transaction. Pour dépeindre un petit peu ces activités-là, je vais être assez synthétique, mais c'est toujours intéressant de se mettre dans le contexte pour expliquer. Alors une VDD, qu'est-ce que c'est ? On est dans un audit. Là, on est dans un audit de cession. C'est donc, tu es dirigeant d'entreprise, tu souhaites céder ton entreprise. Tu as déjà fait appel à un M&A qui va t'accompagner en tant que conseil sur tout le process, mais tu as besoin d'être accompagné par un autre conseil qui va lui venir sur la partie de l'expertise chiffrée, donc produire un rapport de vendor due diligence. Donc ça, c'est une pratique qui existe déjà depuis longtemps, qui nous vient des gros groupes. C'est des besoins qui sont issus des fonds d'investissement, et c'est descendu depuis une quinzaine d'années sur des sociétés de plus petite taille, parce qu'aujourd'hui, quelque part, quelle que soit la taille de la société, tous les acheteurs ont besoin d'avoir de la lisibilité, quelle que soit la taille de ton entreprise. Donc, tu fais appel à un cabinet de Transaction Services qui vient produire un rapport de VDD. M&A, Transaction Services, Guillaume, tu nous régales de tes petits anglicismes. Alors, de manière pratico-pratique, on a discuté avec ma banque d'affaires qui m'a dit que ma société pourrait valoir à peu près 5 millions d'euros. Elle m'a expliqué que ça correspondait à peu près à 6 fois l'EBITDA plus la trésorerie nette. Et je lui ai dit que je comprenais que finalement tous ces chiffres, parce que c'était la base de ces calculs, que tous ces chiffres-là étaient donnés par mon expert comptable, par mon commissaire aux comptes, et puis également par eux-mêmes. Donc du coup, j'ai pas bien compris où se situait et où se situe, Guillaume, ton intervention sur cette valorisation, parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est d'avoir mes 5 millions sur mon compte en banque le jour de ma cession. Bien sûr. Alors, une valorisation d'entreprise se fait à partir des chiffres des comptes de l'entreprise. Combien ça vaut ? Tu parles de multiples d'EBITDA, tu parles de plus ou moins la dette. C'est vrai que ce sont des manières de valoriser une société. Alors, c'est vrai que quand on prend les chiffres comptables, on prend les états financiers d'une société, on a des chiffres qui sont comptables, qui sont justes. Ils ont été faits par l'expert comptable, ils ont été certifiés par le commissaire aux comptes, ils sont comptablement tout à fait justes. Mais économiquement, on a besoin d'aller travailler cette donnée chiffrée pour venir la regarder sous un autre prisme. C'est le prisme économique, c'est comprendre sa performance, qui n'est pas la performance comptable, qui est la performance de sa rentabilité réelle. Donc nous, on va venir, dans le cadre de la VDD, on va venir travailler ce chiffre pour venir y apporter et proposer des ajustements sur les éléments clés de la valorisation, donc sur l'EBITDA et sur la dette, qui vont permettre de soutenir une valeur qui est plus importante que la valeur qui ressort des états comptables, purement comptables. Puisque finalement, ce que tu es en train de me dire, c'est que
mon expert comptable, lui, il vient, et mon commissaire aux comptes, ils viennent me donner des chiffres qui sont, comme tu l'as dit, des chiffres comptables. Là où un investisseur, lui, ce qui l'intéresse, c'est au-delà des normes comptables, qui sont parfois un peu un carcan, c'est la capacité d'une entreprise à générer de la trésorerie, des flux. En fait, finalement, ce que tu appelles économique, c'est la capacité à traduire un bilan, un compte de résultats en ce que une société a réellement sur son compte bancaire ou ce qu'elle voit transiter sur son compte bancaire. Oui, c'est ça. La rentabilité de la société, se découle en cash derrière. C'est exactement ce que tu dis. Nous, ce qu'on va faire, tous les ajustements qu'on va venir proposer, l'importance de la VDD, c'est pouvoir préparer vraiment en amont du process. C'est en amont du process de cession. C'est préparer cette information financière. C'est identifier au maximum tous les éléments qui vont permettre d'améliorer ou en tout cas de soutenir la valorisation que veut donner le dirigeant à l'entreprise qu'il souhaite vendre. Ok. Alors, une des raisons pour lesquelles on est ici, et la banque d'affaires a souhaité que je te rencontre, Guillaume, c'est parce qu'elle m'a également dit que en face, le grand groupe, parce que j'ai de très fortes chances d'être acheté par un grand groupe qui veut faire de la consolidation, parce que c'est un phénomène qu'on voit aujourd'hui dans la région et même au niveau national, voire international. Ce grand groupe lui-même va faire le même exercice que moi je suis incité à faire, c'est-à-dire que au même titre que moi je vais avoir, en tout cas je réfléchis à intégrer une personne comme toi dans mon effectif de conseil, et c'est-à-dire de faire une VDD. En face, le grand groupe va lui aussi faire une sorte, non pas de VDD, mais d'audit à l'acquisition, et que c'était intéressant de pouvoir s'armer dans ce sens-là. C'est ce qu'il voulait vraiment dire le M&A du coup ? Oui, c'est exactement ça. Mais l'importance de la VDD, c'est vraiment de se préparer en amont du process. Si on fait pas de VDD, on va avoir forcément en face des acheteurs qui vont venir avec leurs propres conseils et on va être à ce moment-là dans le calendrier de l'acheteur et avec la pression mise sur l'acheteur. Si on travaille une VDD en amont de l'opération, ça permet de maîtriser l'information et maîtriser le calendrier. Donc on va travailler l'information, on va sécuriser quelque part le process. On va permettre de préparer l'information financière pour donner confiance. Le plus important dans une transaction, c'est la confiance qu'on va donner à l'acheteur, ou en tout cas à l'acquéreur potentiel qui va regarder la donnée chiffrée. On fait sur la VDD un gros travail en amont d'analyse qui va permettre de regarder les chiffres, de les analyser, de s'assurer de la cohérence de la donnée chiffrée. Par exemple, là, je te donne un exemple dans une VDD sur laquelle on est intervenu. Donc nous, on en fait régulièrement tout au long de l'année. Très souvent, on a de l'information qui n'est pas cohérente par rapport à la comptabilité. On doit venir la retravailler. On doit venir ressortir la donnée des outils de gestion commerciale, on doit la retravailler avec le dirigeant. Si on n'est pas là pour faire ce travail en amont de l'opération, ça veut dire quoi ? Le dirigeant, il va donner ces informations-là directement à l'acquéreur, qui lui va identifier les anomalies, il va identifier les erreurs dans la donnée chiffrée de gestion commerciale par rapport à la comptabilité. Et donc forcément, il va perdre en confiance et ça va lui donner un levier de négociation qui va lui permettre de venir tirer le prix vers la baisse. L'intérêt de la VDD, c'est bien de travailler cette information pour apporter de la confiance. C'est vraiment très important. Et là, tu pourrais me donner un exemple, par exemple, tu pourrais me donner un exemple entre des incompatibilités ou des incohérences entre d'un côté le commercial et de l'autre le comptable, quelque chose qui te vienne naturellement. C'est très simple. Alors nous, on fait toujours une grosse analyse et beaucoup d'analyses sur le chiffre d'affaires et sur la marge. Donc on va sortir les éléments de facturation, on va sortir les éléments de gestion commerciale parce qu'on va chercher à faire des analyses en décomposant tous ces éléments-là. Alors forcément, si on les décompose, on a tout le détail, je sais pas, un détail client par géographie, par typologie de client, etc. Ces éléments de gestion commerciale, si elles ne cadrent pas avec la comptabilité, on a ces incohérences-là. Nous, il faut qu'on comprenne pourquoi on a ces incohérences. Soit ce sont des éléments de facturation versus la comptabilité qu'on maîtrise bien, mais ça peut être des éléments qui sont liés à l'outil, ça peut être des éléments qui sont liés à la requête qui a été faite par le dirigeant. Et ça, il faut qu'on puisse le travailler en amont. Ok, non, très clair. En fait, ce que je comprends dans ce que tu es en train de me dire, c'est d'ailleurs intéressant parce que j'ai un ami chef d'entreprise qui est d'ailleurs venu sur Radio Grand Lac qui a dit quelque chose de similaire. Le premier point que je comprends, c'est qu'au finalement, un investisseur, il attend un certain nombre d'éléments chiffrés et une manière de le présenter. Et que quelque part, le rôle et ton rôle en tant que VD10, ça va être de parler
d'écrire un rapport dans le même langage que l'investisseur. Donc ça, c'est le premier point. C'est le premier point. Et surtout parce qu'en fait, on fait l'effet miroir. Des due diligence à l'acquisition, on en fait beaucoup également. Donc, on sait exactement à quoi s'attendre. Nous, quand on est côté cédant, on sait exactement quelles vont être les attentes, les analyses et les questions que vont poser l'investisseur et ses conseils, parce qu'on fait la même chose de l'autre côté. Donc, il y a vraiment un effet miroir. Le sparring partner est parfois lui-même le boxeur qui prend un sparring partner. Voilà. Et le deuxième point qui est important, c'est qu'effectivement, un process de cession, et c'est aussi pour ça que la banque d'affaires m'a demandé de vous rencontrer, j'imagine. Ce process de cession, je comprends qu'il va être structuré, qu'il va être long et qui va amener à des échanges d'informations. Donc, finalement, ce que tu es en train de me dire, c'est qu'en tant que VDDiste, ce que vous allez faire, c'est vous allez centraliser de l'information de qualité sur laquelle elle sera retravaillée pour être présentée efficacement à un investisseur ou aux acquéreurs. Donc ça, c'est effectivement les deux points que je comprends de votre élément. Et c'est drôle parce que mon ami dirigeant d'entreprise qui est passé sur Radio Grand Lac expliquait justement que quand il a vendu sa société à un grand groupe dans les télécoms, il y a une erreur qu'il a faite. C'est que ce groupe-là, à un moment donné, lui a demandé plein d'informations, que cette information, point 1, il l'avait pas forcément travaillée, et que 2, surtout, il l'avait pas centralisé. Donc aller chercher de l'information, aller chercher des vêtements dans une chambre quand ils sont pas rangés, c'est toujours plus long que si on sait exactement sur quel tiroir aller chercher. Et tout ça, c'est la préparation. C'est bien l'intérêt de ces process-là, quand on les met en place, c'est de se préparer. C'est de préparer, comme tu dis, l'information financière, tous les éléments qui vont être demandés, on les aura préparés en amont parce que le VDDiste les demande lui-même. Donc, ça permet de travailler la donnée, de sortir les éléments, de les préparer, de structurer une data room, donc un espace dans lequel on va ranger ces éléments-là qui pourraient être facilement ouvertes pour transmettre ces éléments aux investisseurs ou aux acquéreurs. Donc oui, c'est tout l'intérêt de la préparation. Ok, bon, parfait. Et du coup, moi, je suis un chef d'entreprise. Ça me dérange pas de payer des conseils, de payer des honoraires. Mais ce que j'aime bien, c'est voir l'effet concret. Est-ce que vous avez des exemples de clients, des exemples de situations sur lesquelles votre VDD, ta VDD, pardon, et la VDD de tes équipes ont eu vraiment un impact positif sur, dans notre exemple, ces fameux 5 millions? Oui, systématiquement, une VDD. Alors, une VDD, ça a un coût, certes, mais ça permet de valoriser l'entreprise et d'en maximiser le prix. Alors, dans une VDD, l'exercice n'est pas de gonfler la valeur, mais c'est vraiment de révéler la valeur réelle de la société. Parce qu'on va faire une présentation claire et factuelle de ce qui permet de soutenir la valorisation avec la donnée chiffrée, avec les bons arguments, et ça va mettre en évidence les éléments positifs de rentabilité, donc avec les ajustements qui vont bien, et de la trésorerie. Et quelques exemples d'ajustements qui sont pratiqués. Si on devait, alors par exemple, il y en a plein et il n'y a pas de raison d'en choisir qu'un, mais si on devait en choisir qu'un, un ajustement que tu as réalisé récemment et qui a eu un impact positif, ou en tout cas qui a peut-être évité une dépréciation de prix. En effet, des ajustements, il y en a des centaines, il y en a quelques-uns qu'on retrouve très régulièrement. Un ajustement qui est toujours un petit ajustement qui est, pas petit non, mais qui est toujours complexe à mettre en œuvre, par exemple, c'est sur le BFR. C'est sur le BFR moyen, parce que ça va avoir un impact direct sur le prix. Le besoin en fonds de roulement, le BFR, a un impact sur la trésorerie de la société. Et la trésorerie de la société, c'est un élément de valorisation. C'est combien on va payer, c'est un multiple d'EBITDA, donc c'est la rentabilité, plus ou moins la trésorerie et la dette. Donc la trésorerie, c'est important. Et la manière dont ton BFR évolue dans le temps, quelle est sa saisonnalité, ça va avoir un impact sur le prix en fonction de la date que tu arrêtes. Donc ça, c'est des éléments sur lesquels on travaille beaucoup, jusqu'au moment du closing d'ailleurs, à venir recalculer le BFR moyen mensuel pour savoir quelle est la position de trésorerie, comment est-ce qu'elle est impactée par cette saisonnalité du BFR. Donc ça, typiquement, c'est un ajustement sur lequel on travaille beaucoup, sur lequel tous les conseils travaillent beaucoup et qui est très important dans le cas d'une opération. Alors du coup, juste pour nos auditrices et auditeurs, le besoin en fonds de roulement, si tu devais l'expliquer en quelques secondes, ça serait quoi du coup? Alors sans être trop technique, le besoin en fonds de roulement, c'est ce qu'on a dans un bilan. Un bilan, c'est quoi? C'est une photographie de la société. C'est une photographie de ce qu'elle possède à l'actif et de ce qu'elle doit au passif. Et dans son fonctionnement actif et passif, dans son fonctionnement même, c'est le cash dont elle a besoin pour fonctionner. C'est-à-dire que je dois acheter des stocks, j'ai produit et j'ai facturé mes clients, le temps qu'ils me payent, tout ça c'est de l'argent que j'immobilise. Et par ailleurs, je dois payer mes fournisseurs, c'est de l'argent que je n'ai pas encore dépensé. Donc le besoin en fonds de roulement, c'est de combien on a besoin en cash pour fonctionner.
Ok, très clair. Et du coup, où commence l'activité du VD10, où finit celle de la banque d'affaires? Parce que du coup, j'aimerais pas payer pour deux conseils similaires. Alors, on est loin d'être similaires, on est tout à fait complémentaires. D'ailleurs, sur une opération, c'est même très bien. Nous, on insiste systématiquement quand on est sollicité pour une VDD. On insiste pour qu'il y ait aussi un conseiller M&A qui intervienne dans l'opération et qui accompagne dans le cadre du process. Et à l'inverse, le M&A essaye de convaincre son client de faire appel à un VDDiste. Et d'ailleurs, beaucoup des M&A ne prennent pas de dossier s'il n'y a pas de VDDiste. Alors, c'est très complémentaire parce que le conseiller M&A ou la banque d'affaires va rédiger, déjà accompagner sur tout le process, bien sûr. Et dans la documentation qu'elle va produire, elle va produire un mémorandum d'information qui va être très explicatif sur le marché, la société, son fonctionnement. Et nous, on va faire un rapport qui est un rapport très chiffré et très factuel. On n'est pas là pour survendre, on est là pour présenter de manière indépendante, on est vraiment indépendant dans le cadre de l'opération, de venir présenter les chiffres et présenter les ajustements sur lesquels la valeur va pouvoir s'appuyer. Okay, très clair. Très clair. Et du coup, moi en tant que chef d'entreprise, je comprends le rôle du VDDiste. Quel secteurs d'activité sont plus ou moins éligibles à ce type de rapport? Est-ce que c'est valable pour tout type de société, c'est-à-dire par exemple tout type de société, ou spécifiquement sur des domaines, par exemple la mienne c'est l'industrie? Il n'y a pas de secteur sur lequel il y a plus ou moins besoin. Moi j'aurais envie de te dire, dans toutes les opérations, si on veut maximiser la réussite et maximiser la valeur de cession, on va faire appel à un VDDiste. Je vais donner un exemple un peu concret. Si tu veux vendre une voiture, si tu veux maximiser ta vente et que ça fonctionne bien, tu vas faire ton contrôle technique. Certes, c'est obligatoire, mais tu vas faire ton contrôle technique. Tu vas faire les 2-3 réparations qui vont bien. Tu vas préparer ta documentation de tes dernières révisions, tes dernières réparations. Tu vas préparer ton argumentation vis-à-vis de ton acheteur avant de le voir. Tu vas pas te pointer sur un parking, présenter ta voiture et attendre ce que va te dire l'acheteur. Tout ça, tu vas le préparer en amont, quel que soit le modèle de ta voiture. Donc, quelle que soit ta société, la taille de ta société et le secteur d'activité, tu vas avoir besoin, ou en tout cas, si tu veux maximiser ta vente et maximiser ton process et être sûr d'aller au bout, dans de bonnes conditions, mais il vaut mieux faire appel à un VDDiste. Ok, c'est très clair. Alors, imaginons que demain, je décide de passer par un VDDiste. C'est quoi les étapes? Donc, je signe une lettre de mission, et qu'est-ce qui se passe derrière? Quelles sont les prochaines étapes? Parce que moi, je suis chef d'entreprise, j'ai pas beaucoup de temps, de cerveau disponible, et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai choisi une banque d'affaires, parce que je voulais que dans ce process, j'ai quelqu'un qui manœuvre pour moi et qui me laisse me concentrer sur ce que je sais faire de mieux, c'est-à-dire faire croître mon entreprise. Alors, comment vous y prendriez? J'espère que vous n'allez pas me prendre trop de temps dans ce process. Alors, l'intérêt, c'est que nous, on travaille toujours main dans la main avec le conseiller M&A. Parce qu'on a un objectif commun, c'est d'aller au bout d'un process, c'est d'accompagner le cédant dans le cadre de son opération. Alors nous, quand on intervient, ça dure, en fonction de la taille de la société, ça dure entre 4 semaines et 6 semaines à peu près. On vient, on récupère beaucoup d'informations, on pose beaucoup de questions. Donc certes, on a quand même besoin d'avoir un interlocuteur dans la société, mais après, on travaille beaucoup de notre côté. Ensuite, dans un jeu de ping-pong, quelque part, on va interagir avec le dirigeant ou avec son management. Mais c'est l'air d'Aix-les-Bains. Il est trop pur pour un Parisien. Il est trop pur pour un Parisien. Voilà. Mais l'idée, c'est de laisser quand même le chef d'entreprise piloter son activité. Mais l'avantage de la VDD, c'est qu'on est en amont de l'opération. Donc, on a entre guillemets, le temps long. On a plutôt un temps maîtrisé. Le temps est de notre côté. C'est nous qui maîtrisons le temps avec le dirigeant et avec son conseiller M&A. On n'est pas à l'inverse quand on a enclenché le processus et qu'on a les due diligence en face qui viennent côté acquéreur regarder la société. Là, on ne maîtrise plus le calendrier. Donc, on va intervenir pendant 4 à 6 semaines à peu près. Et ensuite, on va rendre notre rapport de VDD. Le rapport de VDD, il va être transmis aux acquéreurs potentiels qui ont été sélectionnés. Nous, à ce moment-là, on sort de l'opération, on sort de la boucle. C'est le conseiller M&A qui continue son process, qui continue son accompagnement. On va revenir dans un second temps, quelques semaines plus tard, pour faire les séances de questions-réponses avec l'auditeur de l'investisseur, l'auditeur de l'acquéreur. On fait les questions-réponses. Ensuite, on va ressortir de la boucle et éventuellement, on va revenir sur des calculs complémentaires dans le cadre des négociations finales, quand il va falloir refaire quelques calculs sur des ajustements à une autre date, sur un calcul de dette financière nette à une date de closing ou autre.
Ok, très clair. Donc en fait, quelque part, ces questions de véracité des chiffres, de conformité des attendus chiffrés par rapport aux investisseurs, aux acquéreurs, c'est un moment que dans tous les cas, en tant que chef d'entreprise, j'aurais à subir ou à supporter. Donc vaut mieux le préparer, l'anticiper, comme tu le dis, finalement le faire dans une période où on a le temps de le faire bien et de le faire à notre rythme, plutôt que de le subir. Et en parlant de subir, on va tout faire sauf subir, puisque dans quelques instants, Guillaume, si tu le veux bien, nous allons prendre une petite pause musicale et nous reviendrons avec les auditrices et auditeurs de Radio Grand Lac 92.1 après la pause musicale. Radio Grand Lac, la radio de l'identité locale au cœur de votre quotidien sur le 92.1 et en DAB. Les clés pour valoriser son patrimoine et créer de la valeur, on passe à l'action avec Fabien sur Radio Grand Lac. De retour après une pause musicale sur Radio Grand Lac 92.1. Nous sommes toujours avec Guillaume Pinault de la société PKF Arcilon, société spécialisée dans les audits financières, et nous sommes toujours en pleine discussion. Guillaume essaye de convaincre votre serviteur chef d'entreprise qu'il est utile de faire une vendor due diligence, c'est-à-dire un audit avant la vente de ma société. Et justement, Guillaume, pourquoi c'est aussi important de faire cet audit avant, en tout cas de faire ce tour de piste, ces échanges sur les chiffres, avant même que j'échange avec les principaux acquéreurs potentiels? Pourquoi c'est important de le faire en amont? Alors, un des points vraiment importants, c'est la capacité d'anticiper les choses. Quand nous, on va intervenir sur la VDD, en amont de l'opération, on va pouvoir identifier très en amont les zones de fragilité de la société. Donc, tous les points qui pourraient être identifiés par acquéreurs potentiels. Donc, quand on les identifie, ça permet de les corriger en amont de l'opération ou éventuellement de préparer les explications de ces sujets et on va pouvoir les présenter à l'acquéreur avant la négociation. Comme ça, il n'y a pas de mauvaise surprise. Ça permet aussi de prendre le contrôle de la narration financière. Ce qui est très important, c'est le storytelling. Quelque part, on peut avoir des points, tout n'est pas story rose. Quoi le storytelling. Storytelling. Tout n'est pas forcément rose dans une société. Il y a des points de fragilité, il y a des points de risque. Mais si on les a bien identifiés, l'important, c'est de pouvoir les expliquer et de montrer à l'acquéreur qu'on prend ces points-là. Et donc, ça donne confiance. À nouveau, c'est vraiment la confiance pour l'acquéreur sur la société qu'il va regarder. Oui, c'est ce qui est très intéressant dans ce que tu dis, finalement, c'est que cet audit-là, c'est vraiment un tour de piste. C'est comme si quelque part on avait une première vue de ce que pourrait dire un acquéreur ou ses conseils sur les chiffres de ma société. Quelque part, je commence à avoir, parce que on se fait tous une représentation de sa société. Ça fait 30 ou 40 ans que j'ai cette société industrielle. Mon expert comptable a une vision, il me connaît depuis 30 ou 40 ans. Mon avocat aussi. Je pense que je suis le meilleur et le plus fort et que mes chiffres, je crois connaître mes faiblesses. Et là, je fais venir quelqu'un d'extérieur qui, à la fois, entre guillemets, est extérieur, mais aussi a une méthode qui va ressembler exactement à la méthode de l'acquéreur. Donc, quelque part, je me donne cette opportunité de voir un peu dans le futur. Oui, et ça permet aussi également de se préparer à une valorisation potentielle. Comme tu dis, un dirigeant d'entreprise, il connaît très bien sa société, il a aussi une idée de la valeur qu'il veut donner à sa société. Sauf que cette valeur, elle va être challengée. Elle va être mise à mal par l'acquéreur qui va vouloir, lui, payer moins cher, forcément. Et si on prépare en amont les différents ajustements que l'acquéreur positionnera de toute façon, ça permet aussi au chef d'entreprise d'anticiper et d'intégrer psychologiquement certains éléments qui viendraient diminuer la valeur. Il vaut mieux le préparer en amont plutôt que de l'avoir dans les négociations finales avec l'acquéreur, ce qui va apporter de la crispation dans le cadre du process. Ouais, bien sûr, puis ça évite de se représenter une réalité qui n'est pas la bonne. Tout à fait. Alors, très intéressant. Donc, j'ai appris beaucoup de choses durant ces minutes de notre entretien. Et je suis intéressé. Parlez-moi d'une ou deux opérations que vous avez déjà réalisées dans ce domaine-là pour que j'arrive à me projeter en tant que chef d'entreprise sur ce que c'est vraiment qu'une VDD. Alors, moi, j'aurais presque envie de te donner l'exemple inverse, parce que comme on fait aussi des due diligence à l'acquisition, je vois surtout quel est le risque quand il n'y a pas de VDD. Donc, que pourrait corriger une VDD? Et nous, on en voit toujours des sociétés
qui n'ont pas de VDD en face et sur lesquels nous on fait l'audit d'acquisition, il y en a beaucoup. Et donc on voit forcément les défauts de ce qui aurait pu être anticipé par le cédant. Par exemple, il n'y a pas longtemps, on a fait un audit sur une société c'était un groupe qui se sépare d'une société. Il y avait des services partagés qui étaient dans la holding en amont. Quand ils ont sorti la société qui veulent sortir, ils n'ont pas positionné l'ensemble des charges de fonctionnement dont avait besoin la société. Donc forcément, nous, quand on a fait l'audit d'acquisition, on s'en est aperçu. Et donc, ça a été un élément de négociation fort qui est venu décoter le prix de cession pour l'acquéreur, ce qui n'aurait pas été le cas si la société avait mis en place une VDD. À ce moment-là, en tant que VDDiste, on aurait identifié ce point-là, on aurait identifié l'ensemble des charges nécessaires pour faire fonctionner la filiale qui sortait de son groupe, les charges d'informatique, les services partagés de comptabilité, de RH, etc. Donc on aurait anticipé ce point-là, ça aurait évité un rallongement du process et ça aurait évité ces calculs qui ont été faits finalement par le cédant au dernier moment dans le cadre de l'opération. Donc il n'a pas eu la maîtrise de cette donnée financière et la maîtrise de cet ajustement sur la valeur de son entreprise. Oui, puis une fois que la balle est dans l'air ou la pièce est dans l'air, vous savez jamais comment elle va retomber. Ou en tout cas, c'est plus difficile. Il y a un côté aléatoire qu'on aurait pu maîtriser, qu'il aurait pu maîtriser dans votre exemple, dans ton exemple, si effectivement il y avait eu une VDD. Exactement. D'autres exemples dans ce registre où je garde mes questions désagréables. Par exemple, une société, on a fait une VDD d'une société qui avait, comme ça arrive très souvent, une SCI dans le groupe, une SCI qui portait l'immobilier. Le fait de faire une VDD, le dirigeant, pardon, je reviens un tout petit peu en amont, le dirigeant, il n'a pas forcément toujours l'habitude de ces sujets-là. C'est la première, on vend pas une entreprise tous les ans, on en vend très souvent une seule fois dans sa vie. Il n'a pas l'habitude, de ces ajustements. Donc nous, quand on vient, on identifie tous ces sujets-là qui vont venir améliorer ou diminuer la valeur de son groupe. Là, un autre exemple, on est intervenu en VDD, le dirigeant n'avait pas en tête qu'il y avait un impact sur le loyer de la SCI, que la SCI facturait à la société qu'il voulait vendre. Et la SCI, il allait la garder. Donc forcément, on n'a pas un loyer de marché, donc on a une rentabilité, un EBITDA de la société qui est améliorée parce qu'elle paye moins cher son loyer. Lui, il aurait vendu son entreprise comme ça. Le fait de la préparer dans le cadre de la VDD, on a identifié ces sujets qui est assez bateau pour nous, mais pas forcément pour le chef d'entreprise. Donc, on a positionné un ajustement, certes, à la baisse de l'EBITDA, mais ça permet d'éviter que ce soit l'acquéreur qui se rende compte de cette information et qui vienne en aval de l'opération et du process diminuer le prix. On a anticipé, ça lui a permis d'anticiper aussi la sortie de sa SCI du schéma quelque part juridique. Donc voilà, tout ça fait partie de l'anticipation des différents points. Oui, exactement. Et puis avec cette idée de se dire qu'en fait, c'est bien de faire un tour de piste avec un regard nouveau, un regard aussi où on a le temps de le faire et on peut auditer des situations comme ça. Parce que une entreprise, c'est aussi des habitudes, comme celle du loyer, qui sont pas toujours des habitudes qui vont être acceptées et reconnues par les investisseurs. Alors, t'as mentionné quelque chose qui a attiré mon attention tout à l'heure, c'est l'impact justement d'être capable de faire des retraitements de qualité, d'analyser le BFR. Et aujourd'hui, un service de cette qualité-là, c'est-à-dire cette capacité à passer du temps avec les experts comptables, avec mes experts comptables, à analyser de la data, à aller me proposer des rounds de sparring partner pour que je sois plus prêt à encaisser les coûts, voire éventuellement à les donner, et donc quelque part à avoir la meilleure négociation possible de la vente de mon entreprise. Aujourd'hui, quel est l'honoraire? Quels sont les honoraires d'une prestation de VDD? Alors, ce sont des honoraires qui peuvent de prime abord faire peur, parce qu'on a, pour te donner un exemple... Guillaume, il faut que tu t'arrêtes d'écrire des zéros sur ta feuille. Excusez-moi, là il y a Guillaume qui écrit des zéros, on en est au 6e, 7e pour les honoraires. Ah, il y a des virgules. Ok, non, voilà. Excuse-moi, je te taquine. Quel est le prix de la prestation? Quels sont les écarts de prix possibles? Alors, ça dépend toujours de la taille de la société, du nombre de structures dans le groupe. On va avoir pour une PME, en fonction du nombre de structures, une VDD va coûter entre 30 000 et 80 000 euros à peu près. Et sur une ETI plus grosse, on va être entre 80 000 et 200 000 euros. Voilà, on a des fourchettes qui sont assez larges.
mais il faut bien avoir en tête que c'est un coût qui est rentable. C'est un coût certes, mais on va le récupérer, et plus que le récupérer, dans la valorisation de la société qu'on va pouvoir proposer et présenter à l'acquéreur de par cette VDD. Que ce soit dans les ajustements qu'on aura présentés. Je donne un exemple basique. Tu parlais de multiples d'EBITDA tout à l'heure. Il suffit qu'on positionne un ajustement de 50 000 euros sur l'EBITDA avec un multiple de 10. C'est tout de suite, c'est 500 000 euros de prix en plus. Donc, une VDD à 80 000 euros, on l'a plus que payé avec l'ajustement qu'on aura pu négocier dans le cadre de l'opération. Et ce sont surtout des chiffres qui sont positionnés, encore une fois, par un expert indépendant. Donc, alors tous les ajustements sont subjectifs, certes, mais ça permet quand même de donner de la confiance sur ces éléments de valorisation pour l'ensemble des parties prenantes. Oui, puis c'est toujours plus difficile d'argumenter, de discuter un prix lorsque ce prix est structuré, il est bien détaillé, il est bien documenté, que effectivement, si on a rien écrit du tout. Et effectivement, c'est un très bon point. Alors, moi, j'ai aussi beaucoup échangé avec ma banque d'affaires qui m'a dit qu'il y avait un intérêt fort sur la VDD parce que souvent, la question de la détermination de la trésorerie nette est un vrai sujet, notamment au jour du closing, au jour de la vente. Et il me disait, ma banque d'affaires, qu'il pouvait y avoir un intérêt à étudier plusieurs modalités de paiement de cette trésorerie, ou en tout cas de détermination, de paiement de cette trésorerie, entre la technique de la lockbox et la technique du paiement au closing, et que le VDDiste avait cette compétence. En tout cas, l'auditeur financier avait cette compétence pour accompagner cette réflexion. Et donc, en fait, quand mon banquier d'affaires m'a dit ça, j'ai déjà décroché au moment de la lockbox. Closing, c'était un mot anglais, mais j'ai à peu près compris ce que ça voulait dire. Donc, aujourd'hui, Guillaume, le sujet de la détermination de la trésorerie et de son calcul, comment le VDDiste peut accompagner et optimiser la réflexion autour de ce point-là? Alors, pour préciser, en effet, tu rentres dans la technique. Mais quand on parle de lockbox, ça veut dire qu'on a déterminé un prix, une valeur, un montant de trésorerie qui ne changera plus entre une date donnée et la date de closing, donc de là où on finalise l'opération. Du coup, faut pas se tromper, parce que si entre le moment où on a arrêté la date de détermination de la trésorerie et le closing, la société s'enrichit et accumule de la trésorerie structurelle, elle est perdue pour le cédant. Elle est perdue pour le cédant, sauf si tu mets en place dans la négociation des éléments pour en récupérer une partie. Alors, on voit de tout existe, ça dépend vraiment de la situation de la société, pour savoir est-ce qu'il vaut mieux mettre une lockbox en amont du closing ou payer la trésorerie au closing. Mais payer la trésorerie au closing, ça veut dire qu'il faut faire une situation comptable au closing, il faut faire réintervenir l'ensemble des conseils, etc. Donc c'est aussi plus lourd et plus compliqué, mais on a la trésorerie la plus juste possible au moment de la signature. Nous, on intervient surtout sur les éléments de calcul et on peut venir apporter quelque part notre connaissance du dossier sur la variation de la trésorerie. Et la variation de la trésorerie, j'en ai parlé tout à l'heure, elle est fortement corrélée à la variation du BFR. Donc nous, dans nos analyses de la saisonnalité du BFR, du besoin en fonds de roulement, sa saisonnalité mensuelle, ça permet de savoir est-ce qu'il est pertinent ou non de faire une lockbox, de mettre en place une lockbox dans le cadre de l'opération, ou plutôt aller jusqu'au closing. Mais après, il y a toujours des mécanismes qui permettent de protéger au maximum le cédant, quand même, dans la création ou la diminution de richesse, mais plutôt la création de richesse entre une date de lockbox et la date de closing. En tout cas, ce qu'on comprend bien, c'est que finalement, quand je décompose ce que c'est qu'une cession d'entreprise, c'est un multiple, c'est un EBITDA, et puis c'est une trésorerie nette. Et qu'en fait, ces sujets-là, finalement, si je les maximise, j'ai le meilleur prix de vente possible, et que le rôle de l'acquéreur va être de trouver les angles pour le minimiser le plus possible. Donc finalement, le VD10, son rôle, ça va être de construire une argumentation et une information pour être capable de répondre aux différentes tentatives de l'acquéreur, de faire baisser de manière loyale, mais de faire baisser ces valorisations.
C'est beaucoup plus clair pour moi. En tout cas, Guillaume, merci d'être venu. Je comprends bien pourquoi le banquier d'affaires a souhaité que je vous rencontre. Dans un contexte où les acquéreurs sont challengés par leurs banques sur les financements, sont challengés par leurs actionnaires et où effectivement les perspectives de croissance en Union européenne sont pas toujours très heureuses, bien évidemment, un acquéreur va chercher aujourd'hui à acheter au plus juste et donc évidemment à minimiser le prix d'acquisition simplement pour sa bonne survie. Alors Guillaume, tu es associé de la structure PKF Arcelon. Arcelon. En quelques mots, qu'est-ce que c'est PKF Arcelon ? En quelques mots, PKF Arcelon, on a un cabinet de conseil aux dirigeants, d'expertise comptable et d'audit. Et en parallèle de ça, on a développé il y a 3 ans des activités de conseil advisory. Donc ce que je fais par exemple dans mon équipe qu'on appelle Transaction Services, du service à la transaction. On a également une équipe évaluation, on a une équipe de conseil stratégique, on a une équipe de restructuring, une équipe de RSE, une équipe IT. Et donc, on intervient en parallèle de ces métiers historiques. Et le cabinet, aujourd'hui, c'est 75 associés, 1000 collaborateurs, et on est répartis dans une 30aine de bureaux à travers la France. Donc, on intervient au plus proche des territoires et au plus proche de nos clients. Une entreprise qui se déplace, tu l'incarnes, puisque merci encore d'être venu nous voir à Aix-les-Bains, qu'on a décidé de rebaptiser Capitale de la Finance, en toute humilité, et notamment le studio de Radio Grand Lac. Un grand merci Guillaume Pinault d'être venu nous voir, de la société PKF Arcelon, d'être venu nous voir à Aix-les-Bains pour nous parler de cette VDD, un outil vraiment décisif pour défendre vos valorisations de société, pour vous préparer au mieux à la transmission de votre entreprise. C'était Guillaume Pinault et Fabien Giron en direct de Radio Grand Lac 92.1. Je vous dis à très vite. Au revoir. En positif sur Radio Grand Lac. Radio Grand